Tanguy, vous avez été souvent dans le Nord. Ce sentiment de désœuvrement et d'abandon dont parlait David Khalfa, vous l'avez ressenti. Comment se déroulaient les journées là-bas? Qu'est-ce que racontent les gens J'irais même un petit peu au-delà du sentiment d'abandon. C'est-à-dire que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire que des islamistes, des troupes hostiles à Israël ont passé une barrière qu'on disait infranchissable, il faut quand même l'oublier, pour tuer des gens. Bon, les gens qui vivent et qui ont les yeux sur une barrière qu'on dit infranchissable, forcément, ils ont un petit doute. Et qu'est-ce que vous faites? Comme tout un chacun, comme moi, comme n'importe qui, vous emmenez vos enfants un petit peu plus loin, et puis vous emmenez vos parents un petit peu plus loin. Donc, ne reste là, vraiment sur la bande frontière, dans des villes comme Metula, etc., quasiment plus personne, si ce n'est quelques hommes avec des armes pour s'occuper un peu des maisons, et puis l'armée qui arrive. Et puis ensuite, vous avez effectivement ces gens qui sont obligés de fuir. Donc, tous ces gens, 60 000, 80 000, on ne sait pas exactement, ont fui pour loger dans des hôtels, alors un peu partout, à Jérusalem ou ailleurs. Bon, un an à l'hôtel, oui, c'est pas sain. Et puis ensuite, vous avez toute la frange centrale, où vous avez des gens qui restent chez eux, mais effectivement, dans leur abri, en s'en éloignant jamais complètement, en ayant peur. Et effectivement, avec ce sentiment, comme dit monsieur, que oui, l'armée israélienne, est-ce qu'elle est capable ? Parce que c'est ça qu'a fait le 7 octobre. Elle avait instillé un doute dans la population israélienne sur est-ce que notre armée est capable de nous défendre, ce qui n'était jamais arrivé, en tout cas pas depuis la guerre du Kippour. Ils étaient persuadés qu'ils étaient très supérieurs. Et là, il y a eu ce doute. Alors, est-ce que effectivement cette offensive qui est en cours ou pas au Liban va permettre de rétablir la confiance des Israéliens dans sa propre armée? Je ne sais pas. Mais c'est certain que pour les populations du Nord, c'est fondamental. L'aspect, il est aussi psychologique, très durement psychologique. Il y a un sentiment même de trahison. Je vous rejoins là-dessus. Ouais. C'est pas que de l'abandon, un sentiment de trahison. Et il y a un coup politique pour ça, pour Netanyahou sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez l'impression que l'élimination de Nasrallah, ça met entre parenthèses d'une certaine façon le sort des otages en rétablissant aussi une forme de dissuasion à la frontière? Alors, je ne pense pas que ça mette entre parenthèses le sort des otages, et j'y reviendrai dans un instant, mais bon, c'est vrai que comme l'a dit David Khalfa, Benyamin Netanyahou a été très fragilisé politiquement au lendemain du 7 octobre. Il a été très largement présenté comme le principal responsable du naufrage sécuritaire israélien et de tous les choix qui ont mené à cette catastrophe sans précédent dans l'histoire de l'État hébreu. C'est vrai aussi qu'au cours des dernières semaines, à travers d'une part les images de destruction de la bande de Gaza, à travers l'élimination du chef du Hamas Ismail Haniyeh, de Fouad Shokor, l'un des hauts responsables militaires du Hezbollah, puis de Hassan Nasrallah, il a probablement rétabli son image, ça se voit dans les sondages. Et en même temps, on peut imaginer que Benyamin Netanyahou est un peu pris au piège de cette équation, c'est-à-dire que si pour rétablir sa popularité et assurer à son parti le Likoud d'une victoire aux prochaines élections, il faut qu'il continue dans une escalade guerrière perpétuelle, alors qu'il est pour l'instant pas capable de fixer un horizon stratégique clair. C'est-à-dire qu'au début, on avait une guerre qui avait des objectifs assez précis, neutraliser l'appareil militaire du Hamas, empêcher qu'il puisse redevenir un acteur politique à Gaza et obtenir la libération des otages. Maintenant, il s'agit d'obtenir le retour des 60 000 Israéliens qui ont été déplacés dans le nord d'Israël. Mais on voit que Benyamin Netanyahou a peut-être des buts de guerre finalement qui, même s'ils sont implicites, sont largement plus ambitieux. Hier, il a adressé une vidéo à la population civile iranienne, dans laquelle il laisse entendre qu'il s'attend à des changements peut-être imminents en Iran. Est-ce que c'est une façon d'appeler à un changement de régime, d'annoncer une opération militaire à venir contre l'Iran? Enfin, on voit que Benyamin Netanyahou répond sans doute à une demande de l'opinion publique israélienne en étendant le spectre de ses opérations militaires, mais en revanche, on ne sait pas très bien à quel objectif stratégique il espère parvenir de la sorte. David Khalfa, on ne parle plus du tout de la commission d'enquête qui était censée... c'est-à-dire que plus on avance, plus Benyamin Netanyahou multiplie les fronts, moins il a de chances que cette commission d'enquête
qui devait souligner un peu ses torts à lui aussi, voit le jour? Cette commission d'enquête, elle aura lieu tôt ou tard. Et leur décompte aura lieu tôt ou tard. Ce qui est certain, c'est qu'il est parvenu complètement à secondariser en quelque sorte le front sud, parce qu'on ne parle quasiment plus de ce qui se passe dans la bande de Gaza aujourd'hui. Et puis par ailleurs, je ne crois pas qu'en réalité que la libération des otages ait jamais été son objectif prioritaire. C'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il a eu une attitude très méprisante vis-à-vis de la population du sud du pays. D'abord parce qu'il considère que, et il a raison de ce point de vue, c'est pas son électorat, mais je ne crois pas qu'en tant que chef d'État, même quand vous n'êtes pas, disons, quand il n'y a pas d'affiliation politique de votre population, mais qui a été massacrée, il y a des survivants, que les laisser choir comme il l'a fait, c'est à la mesure de l'événement historique qu'a été les massacres du 7 octobre. Je ferme cette parenthèse. Moi, ce que je distinguerais quand même le front nord du Sud en termes d'objectifs militaires, parce qu'on voit que, si vous voulez, le slogan d'éradication totale du Hamas, qui est un slogan creux, visait d'abord à rassurer la population israélienne, parce qu'en effet, il y avait un sentiment de faillite, d'abandon, de trahison lors du 7 octobre, de la journée du 7 et du 8 octobre. Dans le Nord, les objectifs militaires sont beaucoup plus modestes. Il s'agit de faire revenir les 60 et quelques mille Israéliens qui ont dû quitter leur foyer depuis l'entrée en guerre du Hezbollah le 8 octobre dernier, donc le lendemain du massacre. Maintenant, la question, c'est, vous savez, la guerre, c'est pas juste évidemment des batailles, c'est aussi une vision politique, diplomatique, stratégique. Et en effet, en tout cas dans la bande de Gaza, on est clairement dans une guerre sisyphéenne, même s'il faut aussi en comprendre les difficultés, parce que quand on regarde les combats en milieu urbain, je prends juste pour exemple Mossoul, ça a duré quasiment 8 mois, il y a eu 10 000 civils tués. Vous aviez côté occidental, avec un appui aérien des Américains, quasiment 100 000 troupes déployées, face à un peu moins de 7-8 000 djihadistes. Là, le Hamas, c'est au bas mot 30 000 combattants. Vous ajoutez à ça le djihad islamique, plus tous les groupes islamo-nationalistes ou nationalistes laïcs palestiniens qui ont combattu aux côtés du Hamas. Vous avez une dizaine de villes dans la bande de Gaza. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Les combats en milieu urbain sont très difficiles. Les armées conventionnelles détestent ce type de configuration parce que l'avantage est aux défenseurs. Dans le sud du Liban, ça fait des années, ça fait même des décennies que les miliciens bétonnent, construisent des tunnels. Et donc, ça sera pas une partie de santé pour les Israéliens. Alors, venons-en en conséquence. Henri Laurence, le Liban était déjà très fragilisé avant ces événements. Le Hezbollah s'était immiscé dans les interstices laissés par un État défaillant. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, qu'on lui a porté ce coup, les Libanais vont chercher à reprendre la main, à exclure le Hezbollah? Est-ce qu'il y aura des règlements de compte? Est-ce qu'on a un danger d'une guerre civile au Liban? Pas de guerre civile, ils sont extrêmement prudents. On voit très bien, par exemple, l'attitude des forces libanaises depuis les derniers jours. Ils sont d'une présence exemplaire. On a quand même ouvert à peu près partout aux réfugiés du Sud l'entrée. Bon, on fait des filtrages parce que les gens, à raison, ne veulent pas avoir un responsable de Hezbollah dans leur maison. Donc, de ce côté-là, pour l'instant. Mais l'État libanais, c'est plus grand-chose. Vous savez, l'armée libanaise, d'une part, elle est pratiquement réduite à moitié parce que les soldats sont payés $60 par mois. Et d'autre part, elle est aussi presque par moitié chiite. Donc, vous ne pouvez pas espérer envoyer l'armée libanaise contre... alors, c'est comme pour Gaza, on ne sait pas quelle solution d'avenir proposer. Alors, par exemple, là, il y a des discussions aujourd'hui au Caire entre le Hamas et l'autorité palestinienne pour une éventuelle autorité commune à Gaza après les combats, dont certainement Israël, ou en tout cas Netanyahou, ne voudra pas. Mais on ne sait pas quel avenir donner, parce qu'il n'y a aucune milice arabe correcte qui serait capable de faire régner l'ordre à Gaza pour service des Israéliens. Et au Liban, c'est la même chose. Vous ne croyez pas à la fin de la domination du Hezbollah sur le... Ils ne vont pas reconstituer l'armée du Liban Sud. C'était une telle catastrophe pour les populations C'était une milice que les Israéliens avaient construite à partir de 1978 et qui s'est désagrégée en 2001. Enfin, en 2000. Donc, 2000.
Et il n'y aura pas de miliciens pour les remplacer. Alors, on a l'impression que peut-être le but stratégique minimum, ce serait de détruire les villages et chasser les populations pour faire une bande de sécurité. Mais est-ce que ça peut aller au-delà? Je veux dire, on ne sent pas de projection politique, un agenda politique pour l'avenir, aussi bien sur le front de Gaza que sur le front du Liban. Et moi, j'ajouterais peut-être que depuis 10 ou 15 ans, les responsables civils et militaires israéliens mettent en garde la population et l'opinion internationale contre la menace redoutable que constitue l'arsenal du Hezbollah. Et on ne parle pas seulement des roquettes de courte portée qui sont localisées dans les villages à la frontière avec Israël. On parle de roquettes de longue portée et de missiles guidés qui pourraient frapper les villes du centre et du sud d'Israël. Et on peut se poser la question de savoir si passer une opération limitée qui viserait à démanteler l'appareil du Hezbollah dans les villages frontaliers, il n'y aura pas une tentation de l'armée israélienne d'aller plus loin pour essayer de neutraliser durablement, sinon de manière définitive, cet arsenal. Vous y croyez que l'armée israélienne irait au-delà du fleuve Litani? On parle de faire appliquer la résolution de l'ONU, de repousser le Hezbollah au-delà du fleuve Litani, mais ça, elle pourrait aller plus loin, d'après vous? Encore une fois, le problème de la guerre, c'est qu'on sait comment on entre dans la guerre, on ne sait jamais comment on en sort. Donc chemin faisant, et ça dépendra aussi du nombre de pertes côté israélien, ça dépendra aussi du nombre de pertes, je parle des soldats israéliens, côté civil israélien, de l'autre côté de la frontière. Il y a eu un blessé aujourd'hui à Tel Aviv. Ce que j'y crois, pour les Israéliens en tout cas, c'est une menace très significative. Les fameux missiles de haute précision, c'est en réalité en fait la capacité de seconde frappe du régime iranien, parce que il faut quand même revenir un petit peu en arrière. Le Hezbollah ces dernières années, c'est devenu une armée. Alors qu'il n'y a pas d'aviation, mais qu'il y a une artillerie qui est celle d'une puissance moyenne. C'est la milice la plus puissante du Moyen-Orient. Très concrètement, c'est la plus ancienne, c'est la plus proche du régime iranien d'un point de vue idéologique, d'un point de vue aussi religieux. Et c'est ce qui permettait, si vous voulez, à l'Iran de projeter en fait sa puissance au Levant et quelque part d'avoir une frontière commune avec Israël. Alors que la frontière entre Israël et l'Iran, c'est à peu près 1600-1700 km de distance. Ce que veulent faire les Israéliens, c'est qu'ils veulent casser cette logique. Ce que Soleimani avait appelé le cercle de feu autour d'Israël, c'est-à-dire ce réseau de proxy, donc de mandataires, qui, du nord au sud, d'est en ouest, encerclent l'État hébreu avec un objectif, parce qu'il ne faut pas sous-estimer aussi la motivation religieuse. Ce sont des groupes qui sont des groupes fondamentalistes, islamistes, qui ont une vision très messianique. Soleimani disait en 2040, l'État d'Israël n'existera plus, etc. Il y avait la théorie chez Nasrallah aussi de la spider web, donc la toile d'araignée, c'est-à-dire l'espèce de fragilité consubstantielle de la société israélienne. Donc, à mon avis, il a sous-estimé, en l'occurrence, la résilience et surtout la détermination de l'armée à laver un peu l'honneur déchu du 7 octobre dernier. Et donc, oui, je pense que cet objectif de détruire les missiles de haute précision, je pense qu'il y a beaucoup d'Israéliens, d'experts, d'anciens généraux qui justement prônent une action militaire encore plus, de plus grande envergure. Est-ce que les Israéliens ont besoin de lancer quasiment jusqu'à Beyrouth, ça je ne crois pas du tout, une offensive terrestre, interarmée comme en 82, ça je pense que c'est exclu. En revanche, on peut imaginer des forces spéciales, l'action des raids des forces spéciales avec un appui de l'artillerie et de l'aviation pour détruire ces missiles. Le problème, c'est qu'un certain nombre d'entre eux sont entreposés dans les habitations civiles. C'est ce qu'un journaliste israélien, de manière un peu cynique, a appelé le Airbnb du missile balistique, c'est-à-dire qu'en gros, le Hezbollah, de manière très cynique, a logé en fait principalement des populations chiites qui sont très pauvres. On leur a donné un logement quasiment gratuit, sans loyer, moyennant le fait pour eux d'accepter de louer un espace, de consacrer un espace à ces missiles de haute précision, et ils ont construit des espèces de toits amovibles qui permettent de frapper Israël et de provoquer en représailles des morts civils libanais, parce que évidemment le Hezbollah a toujours été
plus faible qu'Israël. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et pratique l'asymétrie. Et face à une armée conventionnelle comme celle de l'État d'Israël, pour gagner la bataille, il faut gagner la bataille des images. Et donc, il faut renverser ce rapport de force en touchant et en cassant l'image d'Israël internationale. Je vous interromps, on va regarder tout de suite un extrait de Benjamin Netanyahou dans une adresse qu'il a faite aux Iraniens, et on voit qu'il est prêt à aller beaucoup plus loin que Beyrouth. אזרחי ישראל, אלה ימים גדולים. אנחנו במה שנראה כנקודת מפנה היסטורית. אנחנו נחושים להמשיך להכות באויבינו, להשיב לבתיהם את תושבינו ולהחזיר את כל חטופינו. אנחנו לא שוכחים אותם לרגע. Cyril, il est sérieux, Benjamin Netanyahou? Il pourrait s'en prendre directement au régime iranien? En tout cas, c'est ce qu'il laisse entendre, et les dernières semaines ont démontré qu'il était prêt à aller assez loin dans ce qu'on pourrait appeler une forme de transgression. Je ne parle pas de morale, mais Israël, je pense, s'interdisait jusqu'au 7 octobre d'éliminer un certain nombre de responsables de mouvements ennemis. Tuer Ismail Haniyeh comme il l'a fait à Téhéran sur le sol iranien il y a quelques semaines, c'est quelque chose qu'Israël aurait pu faire à l'époque où Ismail Haniyeh vivait à Gaza, et les services israéliens savaient parfaitement où le trouver. Il le faisait pas. On voit bien que là les règles du jeu, si je puis dire, ont changé, sans doute en partie pour des raisons symboliques et pour le besoin de rétablir une forme de dissuasion. Cela étant, frapper des dirigeants iraniens, ce serait entraîner la région dans encore un autre niveau de confrontation. Moi, je ne peux pas vous dire si Netanyahou et les dirigeants israéliens sont prêts à aller là, mais c'est difficile en tout cas d'affirmer que ça n'arrivera pas. Oui. Henri Laurent, c'est l'assassinat de Haniyeh, celui de Nasrallah, c'est aussi une attaque contre Téhéran indirectement, puisqu'on touche ses proxies et la milice la plus importante qui était soutenue par Téhéran. C'est d'une certaine façon une attaque aussi contre cet axe de la résistance. Est-ce que c'est le début de la fin de cet axe de la résistance si Téhéran ne réagit pas? Et est-ce que Téhéran est obligé de réagir à ce qui s'est passé, et qu'est-ce qu'il peut faire, quels sont ses moyens? On disait par l'époque de Hafez al-Assad que Hafez al-Assad, il était toujours surpris par le coup israélien, mais que 3 mois après ou 6 mois après, il faisait un coup vache aux Israéliens qui rétablissait l'équilibre. Et je pense que le régime de Téhéran fonctionne aussi un peu dans cette logique. Et puis il y a aussi une volonté probablement d'élargir. Là, par exemple, hier, il y a des milices chiites irakiennes qui ont menacé de frapper Bahreïn et les Émirats à cause de leurs accords avec Israël. Donc on sent qu'au moins dans le discours, une volonté d'élargir aux intérêts occidentaux, ou en tout cas américains, dans la région. Alors c'est peut-être qu'une menace, mais ça fait partie des jeux de dissuasion. On voit aussi que depuis la dernière élection, l'élection du nouveau président iranien, on sent que le régime quand même jette du lest à l'intérieur, en particulier sur la question des femmes. Alors, il ne peut pas se déjuger, mais il ferme un peu les yeux quand même sur les cheveux dévoilés. Et ça a commencé pas il y a 3 jours, mais il y a quelques semaines. Alors c'est vrai que le régime est affaibli sur le plan économique, parce qu'il y a une crise économique terrible en Iran. Il y a eu la contestation féminine, et on peut penser que le régime est impopulaire, mais... Le taux de participation dernière élection quand même est catastrophique pour le régime. Mais il faut rappeler que ce que le régime, la révolution iranienne a apporté à l'Iran, c'est une dignité nationale. Un pays qui avait été envahi plusieurs fois en un siècle a réussi à repousser l'envahisseur irakien, est redevenu un acteur puissant sur la scène internationale. Et s'il y a heure directe entre Téhéran et Tel Aviv, ou Jérusalem, vous voulez, il y a un risque de sursaut national en Iran. Ça, j'y crois pas du tout, moi. Personnellement, j'y crois pas du tout, parce que s'il y a bien une population, la population, je crois, la plus pro-israélienne du Moyen-Orient, c'est les Iraniens.
il suffit de les rencontrer en diaspora, mais même en Iran. Enfin, c'est la détestation du régime, elle est écrasante en Iran. Il y a un rejet. Et d'abord, ce qui s'est passé, c'est que autant les Iraniens considéraient, mais d'ailleurs comme en Occident, on faisait ce distinguo entre les conservateurs, les ultra-conservateurs, les modérés, les pragmatiques. Ils ne le font plus, en fait. Ils considèrent depuis l'assassinat d'Amini qu'en fait, ce distinguo n'a plus de sens, que ce régime n'est pas réformable et que par conséquent, ce qu'ils attendent, c'est qu'ils finissent par s'effondrer quasiment lui-même. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils accueilleraient l'envahisseur israélien avec des fleurs, absolument pas. Ça, je pense que c'est un délire de la droite israélienne. Mais en revanche, je pense que le régime est très affaibli politiquement, diplomatiquement, militairement. Ferait absolument pas le poids contre les États-Unis et Israël d'un point de vue conventionnel. La stratégie iranienne a toujours été une stratégie asymétrique, avec deux piliers, c'est-à-dire d'une part le programme nucléaire pour sanctuariser son territoire, donc c'est déjà quasiment, c'est un état du seuil quasiment, l'Iran aujourd'hui, du seuil nucléaire, et d'autre part la mise en place de ce fameux cercle de feu autour d'Israël, qui servait non seulement à dissuader Israël de frapper les sites nucléaires iraniens, mais aussi à projeter la puissance iranienne dans la région. Et donc il a exporté la révolution islamique, en l'occurrence au Liban, avec le Hezbollah. Pour l'exportation de la révolution islamique, il y a ces fameux proxies que Téhéran utilise. Il y en a au Yémen, avec les Houthis, en Irak, en Syrie. Est-ce qu'ils ont les moyens de compliquer les choses pour Israël, et est-ce qu'ils ont l'intention d'entrer dans le conflit pour défendre le Hezbollah et l'Iran ? Et les intérêts de l'Iran. Dans ces proxys, le plus puissant, c'était de loin le Hezbollah, qui n'avait absolument rien à voir avec les autres, au point même que depuis quelque temps, on avait tendance à même plus le considérer comme un proxy, mais comme une sorte d'allié de Téhéran, avec ses propres logiques, et pouvant même, à certains moments, désobéir au guide. Les autres n'ont rien à voir d'un point de vue puissance. Bon, le Hamas, on a vu, aujourd'hui, il est quand même dans une extrême difficulté. Les Houthis, oui, ils ont quelque chose. Alors, ils ont un territoire qu'ils contrôlent, contrairement aux autres. Ils ont eu des bases, etc. Mais il y a la distance quand même. Ils sont très loin. Ils ne sont pas très armés. Alors, ils peuvent effectivement, d'un point de vue stratégique, leur emplacement dans la mer Rouge, dans un détroit qui est extrêmement utilisé, est très gênant. Ça leur permet effectivement de contraindre les Occidentaux à mobiliser des forces pour tenter de les nuire. Ça coûte cher mais voilà, ça se limite à ça. Et puis en Syrie et en Irak, on est dans des armées assez classiques de milices plus ou moins djihadistes. Ils ont des moyens, effectivement, si vous êtes chez eux, de vous livrer une guérilla qui est, les Américains le savent bien, terrible. Leur capacité à taper Israël, à part peut-être de temps en temps les pôles syriens d'aller près du plateau du Golan, envoyer une Katyusha ou deux, d'accord, mais je ne pense pas qu'ils aient les moyens de faire autre chose. En revanche, oui, ils ont les moyens intellectuels de pourrir la situation en permanence et de rendre un accord global très compliqué. Cyril, est-ce que les événements qui se sont produits pour le Hezbollah vont encore favoriser le rapprochement entre l'Iran et la Russie? On a l'impression que le Hezbollah fait partie de la dissuasion iranienne, et on voit que ça ne fonctionne pas bien. Est-ce que du coup ils vont tout faire pour avoir le nucléaire maintenant en s'appuyant sur les Russes? Alors, ce qui est sûr, c'est que le Hezbollah constitue en effet le point fort de la pièce maîtresse de la dissuasion iranienne. Je ne sais pas si il a complètement perdu ses vertus de ce point de vue, parce que, par exemple, encore une fois, Israël a mis en garde contre le fait que le Hezbollah détenait de nombreux projectiles de précision capables de frapper au cœur des villes israéliennes. Or, pour l'instant, on les a très peu vus mis en action. Là, aujourd'hui, le Hezbollah a annoncé qu'il avait essayé de tirer un missile de longue portée sur le quartier général du Mossad près de Tel Aviv. C'était déjà arrivé il y a quelques jours, manifestement sans beaucoup de succès. Mais on parle de milliers de ces missiles qui, pour l'instant, n'ont pas été engagés. Alors, ce qui est vrai, cela dit, c'est que la dimension dissuasive du Hezbollah est très fragilisée, et que donc l'autre arme sur laquelle peut miser et jouer le régime de Téhéran, c'est l'arme nucléaire, qu'il ne semble pas posséder pour l'instant, mais il est vrai qu'il en est très près. Et ce qui a pas mal inquiété les responsables occidentaux ces derniers mois, c'est de constater le rapprochement de Téhéran et de Moscou,
avec pour toile de fond la guerre en Ukraine. On sait que l'Iran a fourni à la Russie, dans un premier temps, des drones Shahed. Vous savez, ces drones qui permettent à la Russie d'atteindre les villes ukrainiennes. Je crois même qu'une usine permettant de fabriquer ces drones a été implantée sur le sol russe par les Iraniens. Et puis plus récemment, on a appris que l'Iran avait fourni des missiles balistiques de moyenne portée à la Russie, qu'elle utilise donc contre le territoire ukrainien. Et les services de renseignement américains et britanniques redoutent apparemment que la contrepartie de ces fournitures se fasse sur le terrain du nucléaire, où Moscou pourrait aider Téhéran à parachever son programme nucléaire. Un deal missile contre technologie nucléaire. Est-ce qu'il y a des indices sérieux que ça existe ce sur quoi repose cette crainte, ce sont des soupçons formulés dans la presse par les services de renseignement britanniques et américains. Moi, je n'ai pas vu de mes yeux des scientifiques russes renseigner leurs homologues iraniens. Mais c'est tout à fait plausible. Et tout ça se fait dans une fenêtre de temps où les experts occidentaux et israéliens sont très inquiets parce que on est toujours dans cette fenêtre avant la présidentielle américaine, avant un possible retour de Trump au pouvoir. Et donc on peut imaginer que les Iraniens, en tout cas l'aile dure du régime, ressent une forme d'urgence à parachever ce programme nucléaire. Mais bon, voilà, on est là plus dans l'analyse, dans la supposition que dans l'examen de faits. David Kalfa, vous y croyez, vous, à cette tentation, tel deal? Je pense que cette tentation, elle existe, mais elle serait suicidaire pour le régime iranien. Parce que je rappelle quand même que depuis à peu près 30 ans, le Mossad a montré le niveau de pénétration. Je ne sais pas si vous avez eu la déclaration d'Ahmadinejad aujourd'hui sur le chef des services de renseignement du contre-espionnage iranien, qui était en fait une taupe israélienne et qui a informé les Israéliens sur, notamment pour l'assassinat de Farid Mossadegh, qui était l'architecte en fait du programme nucléaire iranien. Et un certain nombre de hauts dirigeants, et notamment des gardes de la Révolution qui ont été tués. Et donc Qassem Soleimani, l'ancien Premier ministre Ehud Olmert, a dit publiquement, il y a 48 heures, qu'Israël avait participé à l'assassinat de Qassem Soleimani. Donc en fait, le niveau, si vous voulez, de renseignement israélien en Iran, et d'ailleurs, ça a été, si vous voulez, concrétisé par l'assassinat d'Haniyeh, en juillet dernier, qui a été vécu comme une humiliation par le régime. Je rappelle au passage que le régime n'a toujours pas vengé la mort de Soleimani. Et ça date de 2020. Et que par ailleurs, il n'a toujours pas vengé la mort d'Ismaël Haniyeh. Donc il faut aussi se méfier de la rhétorique des rodomontades du régime iranien, qui reste très dangereux. Il y a ce risque de fuite en avant. Je suis tout à fait d'accord sur le nucléaire, mais je pense qu'encore une fois, elle serait suicidaire parce que elle donnerait à Israël l'occasion de frapper les sites nucléaires. Les Israéliens, avec 80-90 tonnes de bombes, ce qui a été le cas, l'assassinat de Nasrallah, je crois qu'ils ont L'assassinat de Nasrallah a montré qu'ils étaient capables de taper en profondeur et de détruire des installations nucléaires. Oui, profondément enterrés. Ils ont utilisé, je crois, près de 90 tonnes de bombes. Donc, ils ne pourraient pas détruire l'intégralité de ce programme, d'autant qu'en plus les Iraniens ont le know-how, le savoir-faire, mais en tout cas, ils peuvent occasionner des dommages très, très conséquents. Sachant par ailleurs qu'à mon avis, en plus de ça, et donc on ne serait pas sur une invasion terrestre, on serait sur l'usage du air power, ils peuvent aussi détruire des installations pétrolières. Alors, dans un régime qui est déjà quasiment en faillite, faire ça serait, vous savez, pour les Iraniens, pour le régime, il y aurait un vrai risque que par ailleurs, ça puisse provoquer un effondrement. Donc je ne les vois pas franchir ce palier. Je ne l'exclus pas, mais je pense que ça serait un risque extrêmement élevé. Puis on voit bien aussi que le nouveau président iranien essaye de reprendre langue avec les Occidentaux. On parle de négociations en vue d'un accord sur le nucléaire. Est-ce que les Iraniens aujourd'hui ont les moyens de se lancer dans cet aventurisme? J'en suis pas sûr. En fait, ils sont pris dans une espèce de dilemme. C'est pour ça que j'ai parlé de renversement du rapport de force en début d'émission. C'est parce que je suis convaincu. Alors, il faut se méfier du triomphalisme qui règne aujourd'hui en Israël. Et je pense qu'il est lié, si vous voulez, au choc du 7 octobre. C'est-à-dire qu'il y a eu un sentiment d'humiliation, de défaite, une étrange défaite israélienne. Et qu'aujourd'hui, il y a un sentiment de revanche quelque part.
Mais si on regarde ça de manière avec de la distance critique, le rapport de force, clairement, aujourd'hui, il s'est inversé. Les Iraniens, ils ont le choix entre soit renouer avec les Occidentaux, ce qu'essaye de faire le nouveau président, soit la fuite en avant vers le nucléaire, ce qu'on appelle le breakout, donc avec un enrichissement à 90%, mais auquel cas, il risquerait des frappes israéliennes, non seulement contre ces sites, mais aussi contre les infrastructures pétrolières. Merci. Henri Laurence, David Khalfa parlait du rôle des Occidentaux. On a l'impression d'une impuissance occidentale. On voit que à la fois les Européens, les Américains continuent de soutenir, au moins dans le vocabulaire, une solution de 2 États pour la Palestine. Et quand on parle de l'après-Gaza, on dit que ça doit relancer une solution à 2 États. Pour le Liban, voilà, on déplore la mainmise du Hezbollah, mais en même temps, on ne trouve pas les moyens d'aider le Liban à reconstruire un État qui soit capable de reprendre les choses en main. Est-ce que vous avez l'impression que le monde occidental est en train de perdre le monde arabe d'une certaine façon ? Ce que la guerre de Gaza et ce qui l'accompagne a montré, comme argument en tout cas pour ce qu'on appelle le Sud global, c'est une hypocrisie occidentale qui ne défend pas ses valeurs quand il s'agit des Arabes et des musulmans. Ça, c'est le discours dominant dans la région, c'est le 2 poids, 2 mesures, etc. Et évidemment, la Chine, la Turquie, la Russie, etc., utilisent massivement cet argument. Vous avez des régimes arabes qui sont pratiquement tous des dictatures. Vous êtes dans une situation où si quelqu'un émet un tweet, ou un X maintenant, je ne sais plus comment on dit, il risque 5 ans de prison. Merci beaucoup. Je suis désolé, on a dépassé le temps, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup, merci à vous tous, merci d'avoir suivi cette émission et vous retrouvez la semaine prochaine Philippe Gély.